Bonjour et bienvenue dans Ushuaïa le Mag, évasion garantie. Cette semaine, on prend un aller simple pour San Francisco, puis retour et immersion à Dijon, une ville vraiment étonnante. Et puis nouveau départ vers la Zambie où un spectacle naturel époustouflant nous attend. Encore pas mal de kilomètres autour du monde, mais tout de suite le sommaire. Regardez. Cette semaine, on prend un vol pour San Francisco où nous attend Brent Shulkin, le pionnier inventeur des carottes mob. Et puis l'exemple de Dijon qui a décidé de rejoindre le réseau des villes amies des aînés. Comment dépasser les clivages intergénérationnels, c'est l'enquête de la semaine. Et puis le grand rendez-vous des chauves-souris, une vraie attraction en Zambie. Et enfin le planétoscope et son chiffre toujours aussi stupéfiant. Bonjour Catherine Berthillet, ravie de vous accueillir comme chaque semaine. Vous êtes la fondatrice des Pionniers de Chamengo. Où partons-nous cette semaine? On part aux États-Unis, à San Francisco. C'est une ville qui est réputée pour avoir des idées originales. Et je pense que celle de Brent en fait partie. Allez, on découvre Brent à San Francisco. Brent Shulkin, inventeur des carottes mob, San Francisco, États-Unis. Le boycott n'est pas toujours le meilleur moyen pour encourager la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. En 2008, cet activiste écologique trouve un moyen beaucoup plus efficace pour y parvenir. Celui de l'argent, la meilleure des carottes, d'où le nom de son mouvement, Carotte Mob. On a beaucoup de pouvoir sur les entreprises en fait, avec notre argent et la manière avec laquelle on choisit de le dépenser. Le principe d'une carotte mob, mobiliser le jour J le plus grand nombre possible d'acheteurs dans un magasin donné. Avec l'accord du commerçant, une partie de l'inhabituelle recette du jour sera alors utilisée pour rénover, comme ici, de vieux éclairages énergivores ou améliorer le confort de travail des employés. C'est devenu viral et les gens du monde entier disaient « Je veux faire ça dans ma ville ». Il y avait beaucoup d'intérêt. C'est à ce moment-là que j'ai su que ça allait devenir quelque chose et que j'allais quitter mon travail et faire de cette activité une organisation à part entière. Résultat, des milliers de consommateurs ont déjà participé à plus de 200 carottes mob dans 20 pays. Les gens sont à la recherche de nouveaux moyens de faire le bien. Mais voilà ce qu'ils veulent. Ils veulent quelque chose de pas cher, qui ne soit pas controversé et qui soit positif. Sortir pour aller faire une manifestation dans un parc, c'est compliqué pour les gens. Donc je crois que c'est pour ça qu'on en attire beaucoup. À terme, Brent aimerait pouvoir mobiliser des millions de acteurs pour changer le monde. On peut même faire des carottes mob de pays. C'est une idée un peu folle. Tout un groupe de touristes dirait « On va en vacances dans votre pays si vous changez cette politique ». Alors, prêt à carotte mobber votre quartier ? Catherine, alors Brent qu'on a vu avec ce travail un peu marketing autour du déguisement, de la scénographie finalement de l'événement, il dit l'argent c'est la meilleure des carottes. C'est ça sa philosophie? Ça marche comme ça? Ça marche comme ça et c'est vrai qu'il est très très fort en termes de communication parce qu'effectivement c'est très visuel, ça donne envie et malheureusement, ça n'a pas très bien pris en France. C'est pas dans les gènes, la culture politique, parce qu'il y a quand même un discours très politique, finalement. Il y a une action très politique derrière tout ça. On peut peser sur le chiffre d'affaires, on peut peser sur le prix. C'est exactement ça. Et effectivement, les Américains, où là, ça marche bien là-bas, ils sont dans cette logique de consomme-acteur. Peut-être compliqué pour les grandes surfaces en France aussi d'accepter ce type d'initiative. Non, c'est peut-être un blocage tout simplement économique. Peut-être, ou peut-être qu'ils font attention qu'il n'y en ait pas aussi. Et, effectivement, la grande distribution française, parce que c'est quand même une idée française, la grande distribution, est peut-être maligne et elle fait en sorte que les choses ne se passent pas. Elle n'a pas envie des carottes mob. Bon, en tout cas, ça existe en France. On l'a évoqué avec la création de cette association. Merci Catherine d'être venue nous faire découvrir ce pionnier. Tout de suite, et bien évidemment, c'est l'enquête de la semaine. Restez avec moi Catherine, ça va vous intéresser. L'écologie, des solutions qui passent souvent par des programmes ambitieux de transition énergétique, mais aussi par des petites choses qui changent la vie de tous les jours, notamment chez les personnes âgées. Certaines villes l'ont compris, c'est le cas de Dijon. Cette ville a décidé de rejoindre le réseau des villes amies des aînés. Elle est devenue la référence française de cette démarche qui se traduit par des choix concrets, vous allez le voir, dans tous les domaines. Alors pourquoi à Dijon, les anciens ont-ils encore de beaux jours devant eux? C'est l'enquête de Pascal Derme. En Europe, les personnes de plus de 60 ans représentent déjà en moyenne plus de 20% de la population et ils seront 30% en 2050 selon l'INSEE.
Plus nombreux, nos aînés sont également en meilleure santé grâce aux progrès médicaux. Mais comment garantir la sécurité, l'autonomie et la qualité de vie des aînés dans les villes? Quelles adaptations du mobilier urbain peut-on envisager? Comment améliorer et faciliter leurs déplacements? Pour relever ce défi, Dijon a effectué des choix concrets dans les domaines de l'urbanisme, des transports, de l'architecture ou du socio-culturel. Avec l'âge, le risque principal, c'est l'isolement social, surtout en milieu urbain et périurbain où les populations âgées sombrent peu à peu dans l'anonymat. Un isolement souvent corrélé à des troubles dépressifs et cognitifs. Pour lutter contre ce fléau, la Mutualité sociale de Dijon et la municipalité ont entrepris de préempter un terrain au cœur de la ville où ils ont bâti un village de 25 logements doté d'une salle commune animée par une salariée de la structure. Chantal, jeune retraitée de 66 ans, habite l'un des 25 logements de plain-pied spécialement adaptés aux contraintes de l'âge. Alors là, voilà mon salon qui est assez spacieux, très lumineux, où on se sent bien, quoi. Alors voilà, ce couloir est très pratique, large, parce que si un jour, on a besoin d'un fauteuil roulant ou ne serait-ce que d'un déambulateur, on peut circuler très largement. J'ai une petite chambre, enfin une pièce, voilà, où quand je reçois mes petits-enfants, ils viennent jouer, ils peuvent... ici, voilà, c'est une pièce très agréable aussi. Le sol est antidérapant, chose qui est très pratique. Il y a une barre si on a besoin. Je me sens bien parce que, en fait, il y a des activités, il y a un repas une fois par mois. Je discute bien avec les gens, mon entourage, le voisinage, qui sont des gens très gentils. On se dit toujours bonjour, un petit mot, enfin c'est sympathique, c'est beaucoup mieux, la vie est plus agréable, quoi. Pierre-Olivier Lefebvre, gérontologue et délégué général du réseau francophone des Villes Amies des Aînés, nous présente ce lieu original, intermédiaire entre le domicile et la maison de retraite, et ouvert sur la ville alentour. Alors, le Village Bleu, il s'adresse aux personnes retraitées. Je crois que c'est le critère premier. Il n'y a pas de critère d'âge dans le sens de l'âge chronologique. Il y a simplement le fait d'être à la retraite, d'avoir comme volonté de vivre chez soi, mais en même temps de rester socialisé, et de trouver dans un espace ouvert quelque chose qui était rassurant. Qu'est-ce qu'il demande le peuple ? C'est pour ça qu'il y a une salle d'activité qui est juste en dessous. Et puis, dans une société qui était un quartier qui existe, avec une boulangerie, avec un marchand de journaux, avec des bus qui passent et qui nous laissent ouverts sur la ville. Ce n'est pas des logements qui sont médicalisés, mais c'est des logements qui sont adaptés aux effets du vieillissement, à travers une forme de prévention des risques domestiques. Et atout supplémentaire, l'ensemble du village est construit dans une démarche d'économie d'énergie. L'idée, c'est d'une part d'avoir des bâtiments de haute qualité environnementale qui sont dans le développement durable, et ça permet d'économiser sur les charges, et les habitants eux-mêmes financent un professionnel qui est là dans leur proximité au quotidien et qui travaille, qui vit quasiment avec eux et qui fait en sorte qu'il y a une forme d'animation, de vie sociale, naturelle. Second axe fort de la politique menée à Dijon pour améliorer la qualité de vie des aînés, le réaménagement des espaces urbains. Christiane, jeune retraitée hyper dynamique, a œuvré avec d'autres habitants de tous âges à cette démarche de démocratie participative. Bien, alors ici, nous sommes dans la rue piétonne. Ça a été transformé complètement en rue piétonne depuis à peu près 1 an. Et heureusement, parce qu'avant, il y avait énormément de bus de la ville qui passaient. Avec la piétonnisation maintenant, on le voit, il y a du monde. On peut regarder les vitrines des magasins, on peut aller faire nos courses tranquillement, sans avoir peur qu'un bus passe et nous accroche. Sur les côtés, nous avons également fait installer des assises. Et ces assises ont été choisies démocratiquement par les Dijonnais. Ça a été une excellente idée d'installer des petites chaises comme ça, de façon à ce qu'on puisse se reposer quand on est fatigué. On
peut discuter, on n'est plus gêné par le bruit des bus, on n'est plus gêné par le bruit des voitures, on risque plus de se faire accrocher par une voiture, on est véritablement libre de circuler. La mobilité est une clé essentielle du bien vieillir. Cela implique des choix ciblés en matière de transport public pour améliorer le confort et la sécurité des déplacements des personnes âgées, comme ces navettes gratuites qui desservent le centre-ville, très utilisées par les seniors, ou le tram, aménagé pour laisser des espaces aux personnes en fauteuil. L'expérimentation de Dijon en faveur de ces aînés s'inscrit dans le cadre du réseau créé sous l'égide de l'OMS en 2005 pour améliorer l'intégration des populations âgées dans les villes. Plusieurs centaines de villes dans le monde y participent. Pierre-Olivier Lefebvre travaille sur le sujet en étroite collaboration avec Pierre-Marie Chapon de l'OMS. Aujourd'hui, donc, on est confronté à un racisme anti-vieux qui est très fort, qu'on retrouve dans toute la société. Et quelque part, c'est l'un des fondements du réseau des villes amies des aînés. Le deuxième fondement, c'est de se dire qu'il faut, pour casser cette image négative, eh bien, qu'on travaille avec les aînés, pour les aînés et de manière générale pour l'ensemble de la population. Voilà comment est née cette petite idée, cette grande chose qu'est aujourd'hui le réseau mondial des villes amies des aînés. La démarche Ville Amie des aînés, c'est de se dire qu'être plus âgé, ça peut être une richesse et ça doit être une richesse plutôt qu'une difficulté ou un handicap. On doit avancer dans notre société, dans nos villes, pour que vieillir, ce soit quelque chose de naturel, quelque chose de normal, et où on prend en compte les particularités du vieillissement avec son âge, pour être un habitant à part entière et non pas quelqu'un qui, comme le disaient certains, sont dans le naufrage du vieillissement, car vieillir, c'est quelque chose de bien. Et d'ailleurs, c'est la seule façon qu'on a trouvée pour ne pas mourir jeune. Avec nous cette semaine sur le plateau d'Ushuaïa Le Mag, Jean-Albert Lièvre. Bonjour, merci d'avoir répondu à notre invitation. Je précise pour ceux qui ne vous connaissent pas que vous avez participé à la création d'Ushuaïa TV. Donc voilà, on vous remercie évidemment. Oui, j'ai eu cette chance extraordinaire avec Nicolas de participer à la création d'Ushuaïa TV. C'était un moment très agréable. Nicolas Hulot, que vous connaissez bien parce que vous avez travaillé avec lui en tant que réalisateur. Oui, on a travaillé ensemble 20 ans, au départ du magazine de l'Extrême, ensuite Ushuaïa Nature et Le Syndrome du Titanic. Que vous avez réalisé, et puis vous êtes là aussi pour nous parler, on en parlera avec vous dans quelques instants, de votre film. Là, vous êtes le chef opérateur, réalisateur de Flore, qui est un film très personnel. Hein. C'est un film un peu particulier que j'ai jamais vraiment décidé de commencer. Enfin, en fait, ça s'est fait un peu par hasard, mais je vous en parlerai tout à l'heure. Mais un petit mot quand même sur Dijon, parce que vous parlez dans Flore, et on va longuement parler de la place des anciens, des vieux, des personnes âgées, appelons-les comme on veut. C'est une bonne initiative quand même de remettre les personnes âgées au cœur de la ville, de leur donner un espace dans lequel ils puissent s'épanouir. Oui, c'est-à-dire on est dans une société en fait, où on entretient la vie au maximum, on préserve, on vit de plus en plus vieux, mais au bout du compte, finalement, il n'y a rien vraiment prévu, si ce n'est des EHPAD ou des maisons de retraite un peu tristouilles. Donc je pense qu'effectivement, c'est une bonne initiative, surtout pour des gens qui ont encore tous leurs moyens intellectuels. C'est le cas. Oui, c'est le cas à Dijon, parce qu'une ville, effectivement, c'est un mélange de cultures, c'est la possibilité de rencontrer des gens, un échange social, etc. Donc c'est une bonne chose. Ce qui n'est pas le cas des personnes désorientées et atteintes de maladies apparentées à Alzheimer. Oui, maladies plus lourdes, évidemment, voilà. Où c'est beaucoup plus où là, la ville compliqué. devient stressante, angoissante et là, on est dans des personnes autonomes. Là, il y a aussi beaucoup d'intergénérationnel, parce que vous en parlez aussi, le fait qu'on se rend compte, qu'on s'ouvre à la couleur, aux vies, à la jeunesse, c'est important, ça aussi. Bah, on est tous amenés à vieillir. C'est quelque chose que nous, on a pu observer dans nos voyages à travers Ushuaïa et dans d'autres cultures, ça ne pose aucun problème. Il y a ce mélange qui se fait naturellement. Et c'est pour ça que moi, je n'ai pas hésité une seconde à mettre ma vie entre parenthèses, à sortir ma mère d'un établissement où elle était en train de dépérir pour la voir renaître au contact de la nature. Jean-Albert Lièvre, on regarde la bande-annonce de votre film Flore, regardez, et on en parle juste après. D'accord. Tout a commencé par une série de questions. Quel jour sommes-nous ? Quel étage nous trouvons-nous ? Quel est le nom du président de la République ? Petit à petit, ta peinture a changé. Puis est venue la peur, l'angoisse.
tu as des excès de violence qui font peur à tout le monde. Alors ton traitement change et ton état de santé empire. Avec mon téléphone, je filme pour montrer ton comportement au neurologue. Et pour lui, c'est l'évolution normale de la maladie. Dans quelques mois, tu ne marcheras plus, tu ne parleras plus et tu t'enfermeras dans ton monde. On va te ramener chez toi. Maman, ça va ? Il y a là les mystères, le silence sous la mer qui lutte contre le temps. Il y a là les bordures, les distances, ton allure quand tu marches juste. Je peux les faire. Il y a là les murmures, un soupir, l'aventure, comment mêler les cerfs-volants. Il y a là la littérature, le manque d'élan, l'inertie, le mouvement. Parfois on regarde les choses telles qu'elles sont, en se demandant pourquoi. Parfois on les regarde telles qu'elles pourraient être, en se disant pourquoi pas. Ben vous êtes là. Bon, ben, je suis là. Voilà, bande-annonce de ce film qui m'a ému. Il y a plein d'images très très fortes. Vous l'avez évoqué et survolé, mais vous mettez en parenthèse 4 ans de votre vie. Vous arrêtez votre carrière professionnelle pour vous consacrer à votre maman. Quel était le... En fait, c'était une évidence. On en parlait tout à l'heure, j'ai passé 25 ans de ma vie à filmer grâce à Ushuaïa, grâce à Nicolas, les plus beaux endroits de cette planète, à attendre les plus beaux levers de soleil, à observer la migration des baleines, à rencontrer des gens extraordinaires, que ce soit des Indiens au Pérou ou des tribus africaines. Le bonheur, oui. Le bonheur, et au moment où maman s'est retrouvée enfermée entre 4 murs dans une institution en région parisienne et que je l'ai vue dépérir, souffrir de malnutrition, de déshydratation, j'ai pas hésité une seconde à mettre ma vie entre parenthèses pour simplement m'occuper d'elle et la ramener chez elle en Corse auprès de la nature. Ça peut paraître puéril, mais ça paraissait évident de la remercier de m'avoir déposé sur Terre et d'avoir eu la chance de vivre cette aventure à travers le monde. Un mot quand même sur, on va revenir sur la place des personnes âgées, sur la vieillesse. Il y a à la fois beaucoup de tendresse et il y a de la colère dans votre film. Quand vous présentez la liste des médicaments qu'on multiplie chaque semaine par 5, on sent quand même beaucoup de colère dans ce que vous racontez. J'ai pas voulu faire un film polémique, j'ai voulu faire un film en fait pour dédramatiser la maladie d'Alzheimer, dans le sens où cette maladie fait peur et elle isole. La première chose qu'on vous dit, c'est penser immédiatement à la mettre dans une institution. On vous donne un petit bouquin avec la liste des institutions, des maisons d'accueil, etc. Et on vous dit, vous serez obligé un jour de passer par là et elle finira sa vie enfermée. Et moi, je me suis révolté contre ça. J'ai pas voulu qu'elle finisse sa vie entre 4 murs et je l'ai sortie. Et j'ai pu constater qu'alors qu'on m'annonçait qu'elle allait ne plus marcher, ne plus parler et finir sa vie progressivement comme ça, en se laissant aller, au contraire, au contact de la nature, et parce qu'on était autour d'elle et parce qu'on lui apporté de l'amour et de l'affection, elle s'est réveillée et elle s'est mise à remarcher. On lui a réappris à nager, on lui a réappris à s'exprimer, on lui a réappris à tenir un crayon. Et ça a été une véritable renaissance. Vous dites aussi dans votre film, finalement, que la nature, l'amour, j'allais dire c'est presque l'écologie au sens très large, recréer du lien, donner de l'amour, c'est bien meilleur que les médicaments. C'est ce que vous racontez dans votre film. C'est ce qu'on a observé surtout, c'est que maman est tous les jours dehors, qu'il pleuve, qu'il neige, et elle l'était même avant de pouvoir remarcher. On l'a sortie avec son fauteuil roulant. Progressivement, elle s'est levée de son fauteuil roulant, on lui a réappris à marcher, et maintenant elle marche parfaitement. Dans les institutions, en fait, on crée des environnements pour protéger les patients au maximum. On surprotège, on retire les meubles dangereux, on supprime les portes, tout est aseptisé
pour éviter le moindre problème. Nous, dans la maison, c'est l'inverse. C'est une maison pleine d'escaliers, avec des terrasses à différents niveaux, il y a des cactus et des tas de trucs. Il lui arrive d'avoir des accidents, de se piquer un cactus, de se prendre une branche dans l'œil, de trébucher sur un truc. C'est la vie. C'est la vie, et j'ai remarqué que ça ça éveille des réactions, et à chaque fois qu'il y a un moment de peur comme ça, ou de réaction à la vie, elle se réexprime mieux, et elle est plus vive. Elle se réveille en quelque sorte à travers les éléments extérieurs. C'est une critique quand même assez terrible des institutions, parce que vous dites qu'on ait peu d'argent, que ce soit une institution, mais même les belles institutions vont payer très cher. Vous dites finalement c'est pas le problème. Oui, le problème des institutions, c'est qu'une institution, celle qui coûte très cher, ce sont des affaires commerciales avec un souci de rentabilité, et on ne peut pas s'occuper bien de cette maladie avec un souci de rentabilité. Et il faut simplement donner de l'amour et du temps. Vous êtes fier de votre travail là, à l'issue de ces 4 ans passés aux côtés de votre maman. Vous dites, je regrette rien, et si c'était à refaire, je referais ce chemin. Je regrette rien, et heureusement que je l'ai fait, parce que j'aurais sans doute regretté de ne pas le faire. Maman serait décédée aujourd'hui, ça c'est certain. Et comme dit un auteur, Albert Cohen, dans son bouquin « Lettre à ma mère », fils de mère encore vivante, n'oubliez pas que votre mère est mortelle. Et je crois qu'une mère, c'est ce qu'il y a de plus important sur Terre, c'est elle qui vous dépose sur Terre, c'est elle qui vous permet d'observer, de vivre cette chance extraordinaire que c'est d'être en vie sur notre planète. Et pour ça... Flore, c'est un film à voir, à regarder. Il y a beaucoup d'émotions, de très belles images, faut-il le dire aussi, avec ce petit train corse. Ça, c'est l'école Ushuaïa. Exactement. On sent qu'il y a la patte Ushuaïa, parce qu'il y a vraiment de très très belles images dans ce film, puis beaucoup d'émotions aussi. Merci, Jean-Albert Lièvre, d'être venu sur le plateau nous parler de cette aventure humaine. Flore, c'est le nom de votre maman, faut-il le préciser. Merci. On a beaucoup parlé de nature. Eh bien, vous allez le voir dans notre 3e reportage. Nous allons nous reconnecter avec l'un de ces phénomènes les plus étonnants. Une fois par an, vous allez le voir, un événement spectaculaire se produit en Zambie. C'est la migration de 8 à 10 millions de chauves-souris. Il s'agit de la plus grande migration de mammifères sur Terre. Au coucher du soleil, le ciel se remplit de chauves-souris qui quittent leur nid. Un vrai ballet dans le ciel. Tout de suite, regardez ces images très spectaculaires dans le parc national du Kasanka, en plein cœur de l'Afrique australe. Images. Le parc national de Kasanka est l'une des plus petites réserves naturelles de Zambie. Ses 450 km² sont composés de forêts, de lacs, de marécages et de vastes étendues d'herbes. Un véritable havre de paix qui accueille une faune sauvage très riche. Mais une fois par an, entre novembre et décembre, la tranquillité des lieux est troublée par un événement unique au monde. L'invasion de 10 millions de grandes chauves-souris qui se regroupent dans une toute petite partie du parc. Il s'agit de la plus grande migration de mammifères connue à ce jour. Frank Willems, le responsable scientifique de la réserve, a passé des années à étudier ces animaux pour tenter de comprendre ce phénomène mystérieux. Là, nous sommes à 18 mètres au-dessus de la forêt. De cette plateforme, on surplombe l'endroit où les chauves-souris se sont installées. La zone s'étend sur 400 mètres de ce côté, et de l'autre, c'est un peu en forme de boomerang, sur 600 mètres. C'est la forêt la plus dense du parc où les chauves-souris se rassemblent dans la journée. Vous voyez que cette zone n'est pas très grande. Pourtant, toute la population des roussettes qui vivent en Afrique se regroupe ici. Avec leurs 80 cm d'envergure, ces roussettes sont les plus grandes chauves-souris d'Afrique. Les colonies sont réparties sur tout le continent, mais chaque année, au début de la saison des pluies, elles quittent leur territoire. Venues des 4 coins d'Afrique, elles parcourent des milliers de kilomètres pour venir s'installer dans cette petite réserve de Zambie. Du lever jusqu'au coucher du soleil, elles restent tête en bas, au repos.
Si vous venez ici vers 5 heures du soir, il y a 10 millions de chauves-souris collées les unes aux autres. Et donc ça fait énormément de bruit. De loin, on a l'impression d'être à côté d'une chute d'eau. Et puis tout à coup, vers 6 heures, vous en voyez une s'envoler et l'instant d'après, elles sont déjà des milliers en l'air. Elles partent vraiment toutes en même temps. À la tombée de la nuit, ce sont entre 5 et 10 000 chauves-souris qui s'envolent chaque seconde en un nuage bruyant. En quelques minutes, les 10 millions de mammifères se retrouvent dans le ciel. Impossible de filmer de nuit l'endroit où elles se rendent. Mais voici ce qui explique ce phénomène exceptionnel. Tout autour de la forêt qu'elles ont choisie comme lieu de migration, se trouvent de grandes plaines où des milliers d'arbres fruitiers offrent dès les premières pluies des fruits tropicaux. Pour les roussettes qui sont frugivores, cette nourriture abondante est une aubaine. 5000 tonnes de fruits seraient ainsi dévorées toutes les nuits. Un véritable carnage qui a pourtant des effets bénéfiques. En rejetant dans leurs excréments les graines des fruits qu'elles ont mangés, les chauves-souris les dispersent dans la forêt. Imaginez qu'une zone entière de la forêt soit détruite par un feu, ou simplement détériorée par des gens qui coupent les arbres. Eh bien, grâce à ces chauves-souris qui dispersent les graines dans un rayon de 50 km à l'intérieur du parc, tous les arbres vont pouvoir repousser d'ici quelques années. Je pense qu'aujourd'hui, avec tous ces problèmes de déforestation massive, ces chauves-souris jouent un rôle crucial dans la régénération rapide de la forêt. Une fois leur estomac rassasié, au petit matin, ces noctambules reviennent dans la forêt pour reprendre des forces avant la prochaine expédition. Si elles ont installé leur refuge ici, c'est que dans cette petite zone du parc, la forêt est très dense et peuplée de grands arbres. L'accès à l'endroit est donc très difficile pour leurs prédateurs comme les vautours ou les aigles. Tant que les fruits des grandes plaines et les arbres de la forêt couvriront le parc de Kasanka, ces chauves-souris d'Afrique viendront noircir encore longtemps le ciel de cette petite région de Zambie. Avec nous, Muriel Japon, Louis-Marie, comme chaque semaine. Bonjour Muriel. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir sur le plateau du Ushuaïa Le Mag. Vous êtes journaliste à Métro News. Alors, quel est votre chiffre cette semaine? Je vais vous parler de gaspillage. Voilà. Gaspillage. Ça vous évoque quoi, le gaspillage? Du gâchis, mais aussi le gaspillage alimentaire, ce qu'on jette et qu'on ne consomme pas en général. Oui, ça concerne aussi d'autres domaines, notamment le textile. On y pense un peu moins souvent, mais tous ces vêtements que l'on achète et qui dorment dans les armoires et qu'on ne remet jamais. Ça concerne aussi, effectivement, vous en parliez, le gaspillage alimentaire, hein, toutes ces denrées que l'on achète en trop grande quantité et qui finissent à la poubelle. Mais ça concerne aussi l'électricité, les pièces qui restent éclairées alors qu'on n'est plus, on n'est plus là. Et puis, il y a les médicaments aussi, hein, oui, inutilisés, qui représentent quand même 23 000 tonnes à l'année. Donc, tout ça cumulé, ça fait quand même 4 439 € à la seconde de dépenser. C'est colossal. On est quand même une société de gaspilleurs. Oui, c'est colossal. Hein. Ça fait quand même à l'année, et pour l'ensemble des Français, 140 milliards. 140 milliards qu'on pourrait économiser en accumulant tous ces gaspillages, en les recyclant. Exactement, parce que c'est effectivement ça la solution. La question, depuis le début de l'émission, combien de tonnes, j'imagine que c'est par tonne ou par milliers de tonnes, ont été gaspillées? Alors on a converti ça en euros pour que ce soit encore plus parlant. Ça fait quand même un peu plus de 7 millions d'euros pendant la durée de l'émission. C'est vraiment beaucoup. On peut devenir très riche en très peu de temps, en limitant le gaspillage. Exact. Merci Muriel, merci de venir sur le plateau du Ushuaïa Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine évidemment pour un nouveau chiffre. On remercie Jean-Marie Boucher, le monsieur chiffre, qui nous fournit ces statistiques. C'est déjà la fin du Ushuaïa Le Mag. On se retrouve la semaine prochaine, rassurez-vous, avec tous nos chroniqueurs. D'ici là, restez fidèles à nos programmes. Bye bye.